Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h sur Europe 1 avec Nico Saliagas. Le journal avec David Ducamp. Bonjour David. Votre micro est fermé. Bonjour à tous. Voilà. Toute l'actualité du jour avec vous, David. À Bruxelles, on appelle cela les top jobs. Le président de la Commission, celui du Conseil aussi. Ils font l'objet d'un âpre bras de fer entre la France et l'Allemagne. Les chefs d'État et de gouvernement vont tenter de se mettre d'accord aujourd'hui. Un ancien chef de l'État devant des juges sur le banc des prévenus pour corruption. C'est bien ce qui va arriver à Nicolas Sarkozy. Un coup dur de plus pour la droite. Reportage avec les élus LR dans ce journal. Et puis Europe 1 a survolé les côtes libyennes avec une ONG, des bénévoles. Ils se font appeler les pilotes volontaires. Ils repèrent les embarcations de fortune et ils alertent sur le drame qui se joue toujours en Méditerranée. 8h12, Vincent Herouet, l'affaire Khashoggi. L'ONU cible l'homme fort de Riyad et demande des sanctions contre Mohamed Ben Salman. Et puis à 8h15, Audrey Crespo-Marin reçoit Jean Leonetti, président par intérim des Républicains. Europe 1. Le mercato post-élections européennes touche à sa fin. Président de la Commission ou du Conseil, haut représentant pour la diplomatie, ce sont les fameux top jobs. Les profils choisis diront beaucoup. Qui a la main sur les destinées du continent? Avec nous, Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1. Une réunion officielle des 28 se tient cet après-midi chez vous, à Bruxelles, pour essayer de trouver des compromis. Et Isabelle, Emmanuel Macron joue gros. Oui, et d'ailleurs, le président de la République sera dans la capitale européenne dès ce matin, alors que la réunion officielle des dirigeants ne commence qu'en milieu d'après-midi. Dès 10h, il va enchaîner les rendez-vous avec ses homologues espagnols, portugais, les 3 premiers ministres du Benelux aussi. Mais le plus décisif, ce sera sa rencontre avec Angela Merkel. Le succès du sommet tout entier en dépend en grande partie. À l'heure qu'il est, Paris et Berlin sont toujours en désaccord. La chancelière allemande soutient le conservateur bavarois Manfred Weber, celui qui s'est fait traiter d'ectoplasme par Nathalie Loiseau. Officiellement, Emmanuel Macron, lui, n'a pas de poulain. Le président a des critères exigeants, mais il n'est pas bloqué sur un parti ou une nationalité. Explique-t-on côté français. Reste que pour lui, qui a fait de l'Europe l'une de ses priorités, l'enjeu est de taille. Il faut quelqu'un qui porte sa vision de l'Union européenne, comme la danoise Margrethe Vestager ou le français Michel Barnier. Sinon, l'Élysée devra remballer ses ambitions déjà fragilisées par plusieurs revers récents. Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Merci à vous, Isabelle. Emmanuel Macron qui joue par ailleurs aussi à fond la Pompidou Mania. On célèbre aujourd'hui, vous le savez, les 50 ans de l'élection de Georges Pompidou. Un colloque se tient pendant 2 jours à Paris. Le président devait l'inaugurer, mais comme on vient de vous le dire, il est à Bruxelles ce matin. Alors il a organisé un hommage hier soir à l'Élysée. Jean-Rémy Baudot. Une définition française de la modernité. C'est ainsi que le président Macron parle du président Pompidou, un homme dont il loue la vision dans une époque de plein emploi et de croissance. Cette France heureuse d'une modernité comprise. Celle qui va de l'autoroute au TGV en passant par les Airbus ou la DS. Un portrait flatteur des années 70, mais derrière chaque référence vantant la politique du président Pompidou, c'est comme si, en creux, le président Macron parlait de lui-même. Il y a chez le président Pompidou cette volonté de faire, de dessiner des projets, une action. Cette leçon est éminemment d'actualité pour affronter la transition numérique, le défi écologique, une mondialisation porteuse de révolutions profondes et rapides. Il faut de la vision, de l'audace. Et cette audace pompidolienne dans laquelle se retrouve le macronisme, elle illustre pour l'Élysée le nouveau slogan présidentiel né du grand débat. Il y a quelque chose chez le président Pompidou de cet art d'être français que j'évoquais ici même il y a quelques semaines. Pompidou, Macron, le premier est mort 3 ans avant la naissance du second. À l'occasion de cette commémoration, Emmanuel Macron s'est trouvé un nouveau père en politique. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. De terribles rafales de vent à 137 km/h. Oui, nous n'avions pas vu cela depuis la tempête de 1999. La région de Toulouse a été particulièrement frappée avec des grêlons de 2 cm, comme par exemple à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille. Nous avons joint Pierre, le boulanger, très impressionné par la violence de l'orage. À 11h hier soir, ça a duré 10 minutes. J'ai ouvert la fenêtre à la salle de bain, c'était des éclairs, de la grêle, mais ça tapait sur les murs de la maison. On ne pouvait pas dormir, c'était vraiment assourdissant, quoi. Encore ce matin, il y a des endroits, il y a des paquets de grêle par terre, des arbres en travers. C'est assez dangereux dans le secteur. J'ai mon fourgon, là, il était blanc, il est noir. Il est noir debout, quoi. Témoignage recueilli par Yasmina Katou pour Europe 1. Les orages ont aussi touché les Hauts-de-France. Les habitants de la région de Cambrai ont décrit le phénomène comme une mini-tornade. Pas mal de dégâts matériels comme des toitures dégradées, mais pas de coupure d'électricité. Attention pour aujourd'hui, le temps reste orageux dans de nombreuses régions de France comme les Pyrénées et le Nord-Est.
Il devra se présenter devant ses juges. Oui, jamais un ancien chef de l'État n'avait été renvoyé devant un tribunal pour corruption. C'est pourtant ce qui va se passer pour Nicolas Sarkozy dans les prochains mois. C'est l'affaire dite des écoutes. On lui reproche d'avoir essayé de corrompre un magistrat pour obtenir des informations sur le dossier Bettencourt. C'est un coup de canon de plus sur le champ de ruines de la droite. Les élus LR s'en seraient bien passés. Adrien Beck. Au centre des discussions à droite, le nom du futur président des Républicains, plutôt que le sort de Nicolas Sarkozy. On n'a pas à être comptable du passé, lâche un député LR. Alors quelques historiques montent au créneau, comme l'élu du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle, suivi du Vauclusien Julien Aubert. C'est pas la première fois qu'on évoque des affaires autour de Nicolas Sarkozy. À chaque fois, ça s'est terminé par un non-lieu où à la fin, il a été blanchi. Je note que certaines des pièces avaient été récupérées de manière un peu étrange. J'espère que la justice aura la même dureté sur ces points qu'elle a avec le principal prévenu. Allusion aux écoutes qui ont permis de révéler des soupçons de corruption, une constante. En tout cas, la droite n'a pas besoin de ça en pleine secousse depuis son score aux européennes. Philippe Gosselin, député de la Manche. C'est un président de la République il y a quelques années qui disait que parfois la merde ça volait en escadrille. C'est vrai qu'en ce moment on a l'impression que le porte-avions n'est pas très loin et que les escadrilles décollent par vagues régulières. D'autant que pour ceux qui l'espéraient, ce nouvel épisode judiciaire éloigne encore un peu plus l'hypothèse d'un retour en politique de Nicolas Sarkozy. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. La suite du journal avec David Doucan, c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Oui, et nous vous proposons un reportage réalisé à bord d'un avion de l'ONG Pilotes Volontaires. Ces bénévoles sont parmi les derniers à essayer de venir en aide aux migrants en perdition en mer. Reportage Europe 1, Victor Dolande. 8 heures de vol à scruter la mer et ses moindres remous à 300 mètres d'altitude, quand soudain, à 40 km des côtes libyennes, à l'est de Misrata, le pilote José Benavente repère une embarcation suspecte. Ok, il faut qu'on y retourne, c'est un bateau, j'ai un visuel. Un bateau pneumatique bleu. À bord, entre 80 et 100 personnes, aucune chance de terminer la traversée indemne. C'est une situation de détresse imminente. Et malheureusement, dans les mois qui viennent de s'écouler, on a été à plusieurs reprises témoins de naufrages qui se sont produits sous nos yeux en l'espace de quelques minutes. Les informations sont transmises aux gardes-côtes libyens qui vont intercepter le bateau. Retour à la case départ pour ces réfugiés, c'est un dilemme terrible pour ces pilotes. Choisir de leur sauver la vie au prix des pires horreurs. Et ces conditions, bien, on les connaît. C'est des cas de torture, des cas de viol quasiment systématiques. Donc c'est malheureusement le sort qui les attend en retour en Libye. Des conditions qui ont été documentées par un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies en décembre dernier. En attendant, José Benavente continue coûte que coûte ses missions. On fait tout notre possible pour voler aussi souvent que possible, pour témoigner de ce drame qui continue à se jouer dans cette partie-là de la Méditerranée en face des côtes libyennes. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Depuis leur premier vol l'année dernière, ces pilotes volontaires ont permis de sauver plus de 4500 réfugiés. Lampedusa, Victor Dolande, Europe 1. Et maintenant, cette nouvelle inquiétante, diffusée par la télévision d'État iranienne. Les gardiens de la Révolution annoncent avoir abattu, je cite, un drone espion américain. Ils ajoutent que l'appareil avait violé l'espace aérien de la République islamique. Nous vous parlons maintenant des assistants médicaux. Oui, Emmanuel Macron a promis de créer 4000 postes. Ce sont des super secrétaires qui doivent seconder les docteurs pour leur permettre de recevoir plus de patients. Les 3 plus importants syndicats de médecins et l'assurance maladie signent ce matin un accord pour financer tout cela. Les explications d'Ève Roger. Dès le mois de septembre, les patients découvriront les premiers assistants médicaux dans le cabinet de leur médecin. Pour démarrer, ce seront des secrétaires médicales, ensuite des aides-soignants ou alors des infirmières. Et objectif, faire gagner du temps aux médecins pour qu'ils puissent recevoir plus de patients, explique Jacques Battistoni, le président du syndicat MG France. En accueillant le patient, en aidant le médecin à remplir le dossier médical, en tenant compte des consultations qui doivent être prises, par exemple chez le cardiologue ou des examens de surveillance du diabète, l'assistant médical va nous aider à gagner du temps auprès du patient. Dans les déserts médicaux, qui représentent 17% de la population, un médecin aura droit à un assistant pour lui tout seul. Ailleurs, ce sera un assistant pour 2 ou 3 médecins, à condition qu'ils travaillent dans le même cabinet. En contrepartie, tous ont des objectifs chiffrés. Un généraliste devra devenir le médecin traitant de 5 à 20% de patients en plus. Un spécialiste devra augmenter le nombre de ses consultations dans les mêmes proportions. Ève Roger, la chef du service Société d'Europe 1. Le Paris Saint-Germain demande 300 millions d'euros pour Neymar. Oui, c'est le montant extravagant.
c'est le montant extravagant que révèlent nos confrères du Parisien. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour David. Alors Jérôme, pourquoi ce chiffre ? Étrange stratégie qui consiste à ouvrir la porte en disant il y a peu OK pour un départ, puis à la refermer en fait aux 3/4 avec ce montant quasi prohibitif, 70 millions de plus que le prix d'achat initial il y a 2 ans. C'est étrange parce qu'aujourd'hui aucun club, ou presque, n'a les reins suffisamment solides pour aligner une telle somme, peut-être dans quelques semaines, quand les Real Madrid, Barça ou autres Manchester United auront vendu des joueurs d'abord sur le marché des transferts. Alors quelle est la stratégie parisienne ? Ce chiffre ressemble à une base de départ pour des négociations. Les clubs intéressés pourraient proposer par exemple d'inclure d'autres joueurs dans la transaction histoire de faire baisser le prix. Mais le message de Paris, c'est aussi d'accord pour vendre, pas d'accord pour brader une star qui a contribué en grande partie dès sa première saison parisienne aux recettes records du club en 2018, 557 millions d'euros de revenus, notamment générés par un total inédit de 800 000 maillots vendus à travers le monde. C'est pour ça aussi que les blessures à répétition en fait ne font pas baisser la valeur. Non, absolument. Sur le merchandising, c'est toujours efficace. Merci à vous Jérôme Lacroix pour ces explications.